Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne SVT Révision. Aujourd'hui, on va travailler ensemble un exercice qui a été déposé pendant la session de rattrapage 2019 filière physico-chimie. Donc, pour l'énoncé de cet exercice est le suivant. Nous avons la question des ordures ménagères est quotidienne et touche chaque individu, tant sur le plan professionnel que familial, car elle ne cesse de croître en quantité, en qualité et en nocivité. Donc, d'après cette phrase, c'est un sujet qui va traiter des ordures ménagères. Dans le but de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc et les techniques de traitement et de gestion de ces déchets, on propose les données suivantes. Donc, nous avons le but essentiel de cette étude, ou bien donc de cet exercice, il est de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc et les techniques de traitement de gestion. Donc, ils nous mettent dans le cadre de l'exercice. Pour cela, on a des documents. Donc, on propose les données suivantes. Le document 1 présente l'évolution du pourcentage de quelques composantes des ordures ménagères au Maroc et la durée de vie de ces ordures dans la nature. Et nous avons un autre document, c'est le document 2 qui montre les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères au Maroc, en France et aux États-Unis, ça veut dire dans 3 pays. Donc, l'astuce ici au niveau des exercices, que ce soit généralement dans tous les exercices en SVT, le truc que je vous donne, ou bien le conseil que je vais vous donner, c'est essentiellement d'aller droit au document. Ça veut dire, sans même lire la question relative bien sûr à l'exercice, il faut d'abord bien comprendre les documents et les étudier. Parce que la clé de la réponse, toujours, elle se trouve au niveau des documents. Donc, on va jeter un coup d'œil sur ce document qui est un tableau. Il regroupe, bien sûr, nous avons les composants des ordures ménagères, à savoir la matière organique, le plastique, les métaux, le papier et carton. Nous avons bien sûr les années. Donc, c'est une étude qui a été menée depuis 1960 jusqu'à 2013 et il nous donne une idée sur la durée de la décomposition de la matière, bien sûr, de ces composants dans la nature. Donc, on va essayer de jeter un coup d'œil sur ces valeurs. Donc, on constate d'abord, on va commencer par les taux les plus élevés. Donc, on constate que en ce qui concerne la durée de composition dans la nature, nous avons le plastique et nous avons les métaux. Donc, on va directement à ces deux composants. Pour le plastique, nous avons une durée de décomposition dans la nature qui est très importante. 450 ans, c'est quelque chose qui est énorme. Ça veut dire pour qu'une bouteille en plastique puisse se décomposer dans la nature, il lui faut 450 ans. Pour les métaux, il leur faut 200 à 500 ans, donc ce qui est très important. Et donc, nous allons jeter aussi on va lire un petit peu la variation de ces taux en ce qui concerne matière organique, plastique, métaux et papier en carton depuis 1960 à 2013. Donc, on va commencer. Pour la matière organique, on constate bien sûr une chute, ou bien donc ce qui fait une légère baisse donc de 75% en 1960 et il a diminué donc en 2013 60%. Pour le plastique, il a augmenté, d'accord, donc le taux de ces substances-là, ou bien de ces composants dans les ordures ménagères, il a augmenté. Il a atteint en 2013 10%. Pour les métaux, il a augmenté aussi, donc de 0,4% à 2%. Et pour le papier et carton, il a diminué par contre, donc de 20% en 1960 à 2013. C'est comme s'il a été remplacé par le plastique. Donc, on va maintenant jeter un coup d'œil sur la question. Donc, à partir du document 1, décrivez l'évolution de chaque composante des ordures ménagères au Maroc
et montrer pourquoi elle présente un risque pour l'environnement. Donc, remarquez que avant même de voir la question, on a répondu automatiquement à la première partie de la question, bien sûr, en exploitant le document numéro un. Donc, je vais résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire euh, euh, comme suit. Donc, pour les matières organiques, son taux, bien sûr, il a diminué légèrement. Il a passé de 75% en 1960 à 70% en 2013. Je vais revenir pour que vous puissiez voir. D'accord? Pour le plastique, donc son pourcentage, il a augmenté énormément. Il a passé de 0,3% en 1960 à 10% en 2013. Pour les métaux, son taux a augmenté de 0,4% en 1960 à 2% en 2013. Pour le papier et carton, son taux dans les ordures ménagères a diminué. Il a passé de 20% en 1960 à 7% en 2013. Donc, c'est ça la réponse correcte pour cette première question. Donc, on va maintenant voir la deuxième partie. Donc, un conseil que je vous donne, c'est quand on a une question, il faut bien la lire. La question numéro un, c'est une question qui est composée de deux questions. Donc, il fallait décrire, c'est ce qu'on vient de faire, et montrer, ça veut dire la deuxième partie, il ne faut pas l'oublier, montrer pourquoi elle présente un risque pour l'environnement. Donc, dans ce cas-là, on va avoir recours à nos connaissances. Donc, déjà, pour les déchets ménagers, présentent bien sûr un danger pour l'environnement au Maroc, vu bien sûr sa diversité et sa richesse. Bien sûr, sa richesse en matière, en plastique et en métaux. Dont la durée de décomposition, elle est énorme. Donc, c'est une durée qui est très longue. Donc, elle va constituer un polluant pour l'environnement. Donc, c'est ça globalement la réponse qu'il faut dire ou bien donc qu'il faut écrire. Donc, on va voir maintenant la deuxième question. Donc, en vous basant sur le document 2, comparez les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères des trois pays et déduisez deux caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. C'est aussi une question qui est composée, donc nous devons comparer d'abord le taux de la matière organique et l'humidité, donc qui est représenté au niveau du document 2, et la deuxième partie, c'est déduire deux caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. Donc, on va essayer de jeter un coup d'œil sur ce document 2. Il s'agit là d'un graphique où on a bien sûr la variation. Donc, on a le taux de ces ordures, donc le taux en pourcentage de la matière organique et de l'humidité, bien sûr, dans trois pays. Nous avons le Maroc, la France et les États-Unis. Donc, on va commencer, on va comparer. Pour comparer, il faut bien sûr donner les points communs et les points de différence. Donc, on va comparer les taux de la matière organique et bien sûr chez les trois pays. Donc, on va commencer. On remarque. Qu'est-ce qu'on remarque pour le Maroc? Donc, on remarque que pour le Maroc, il a un taux de la matière organique qui est très important et qui atteint les 80%. Et c'est généralement le taux le plus élevé qui est enregistré pour les trois pays. C'est le taux le plus élevé, il est enregistré pour le Maroc. Donc, pour la France, nous avons un taux qui est généralement donc de 30% et pour les États-Unis, le taux de la matière organique est encore plus faible. Et généralement, c'est un taux qui atteint à peu près les 18%. Donc, on va résumer tout ça, tout ce qu'on vient de constater dans une phrase. Donc, on va dire qu'on remarque une augmentation remarquable des déchets ménagers au Maroc de 80% comparé à la France de 30% et les États-Unis de 18%.
Maintenant, on va passer à l'humidité. Donc, la même chose, la même constatation qu'on vient de faire pour la matière organique. Donc, c'est la même, à peu près la même variation pour l'humidité. Donc, il faut donner, remarquez qu'il faut donner les taux. On a une augmentation, bien sûr, en ce qui concerne l'humidité. Nous avons un taux très élevé de l'humidité au niveau donc du Maroc et il faut donner la valeur. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut toujours essayer de donner les valeurs qui correspondent bien sûr au taux que vous avez. Donc, pour l'humidité, on va écrire, on constate l'augmentation de son taux très élevé dans les ordures ménagères pour le Maroc. Il atteint 60% comparé à la France. L'humidité atteint 75% et les États-Unis, cette humidité atteint 33%. Donc, la deuxième partie de la question, déduisez deux caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. Donc, quelles sont les deux caractéristiques essentielles pour les ordures ménagères? Nous avons ici la matière organique et l'humidité. Donc, nous avons un taux très élevé de la matière organique et de l'humidité. Ça veut dire que les déchets, les ordures ménagères au Maroc sont caractérisés par un taux très élevé de matière organique et par une humidité qui est très élevée. Donc, la réponse, on va l'écrire comme suit. Donc, on va dire que les ordures ménagères au Maroc se caractérisent par le taux très élevé en matière organique et en humidité comparé aux autres pays. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on va passer maintenant à la troisième question. Nous avons, d'après votre réponse à la question numéro 2 et vos connaissances, proposé deux techniques adéquates pour valoriser les ordures ménagères au Maroc. Donc, on nous demande ici, bien sûr, d'exploiter ce document-là et de proposer deux techniques adéquates. Donc, on doit se référer à nos acquis et à nos connaissances. Donc, à votre avis, quelles sont les techniques qu'on peut proposer pour valoriser ou bien, en quelque sorte, exploiter ces ordures ménagères? Donc, d'après ce qu'on a vu au cours, nous avons deux techniques très importantes, surtout en ce qui concerne la valorisation de la matière organique. Nous avons la première technique, c'est la technique de compostage et la deuxième technique, c'est la technique de la méthanisation. Donc, on ne va pas entrer dans la description de ces techniques, mais ici, on nous donne proposer de deux techniques. Donc, on va les citer. La réponse sera comme suit. Donc, première technique, c'est la technique du compostage. La deuxième technique, c'est la technique de la méthanisation. Bien sûr, il faut justifier donc pourquoi vous avez avancé ces deux techniques. Donc, on va dire, vu que les déchets ménagers au Maroc sont des déchets qui sont très riches en matière organique. D'accord? Donc, c'est pour que la réponse soit complète, on va proposer les deux techniques, puis on va avancer, bien sûr, la justification. Pourquoi on a choisi ces deux techniques? Non, pourquoi on n'a pas, par exemple, choisi l'incinération ou bien choisi une autre technique? C'est tout simplement parce que ce sont les deux techniques qui nous permettent de valoriser, d'exploiter au maximum la matière organique présente dans les déchets. Très bien. Donc, on va passer maintenant, donc ça c'est pour les taux, on va passer maintenant à la suite de l'énoncé. Nous avons les lixivias issus des ordures ménagères au Maroc constituent l'une des contraintes majeures à la gestion des décharges publiques. Donc, qu'est-ce qu'on sait d'abord sur les lixivias? Donc, pour les lixivias, ce sont généralement donc, le liquide qui est issu des ordures ménagères qui sont déposées dans les décharges publiques non contrôlées. Et ces liquides-là, ils sont très riches en agents pathogènes, en microbes, etc. Et ils sont donc, bien sûr, de mauvaises odeurs et présentent un danger pour les nappes phréatiques, etc. Donc, les lixivias issus des ordures ménagères au Maroc constituent l'une des contraintes majeures à la gestion des décharges publiques.
Parmi elles, la décharge contrôlée du Grand Agadir. Donc, nous savons tous la décharge, la grande décharge qui se situe au niveau d'Agadir. D'ailleurs, il y a un documentaire très intéressant là-dessus. Je vous demande de jeter un coup d'œil sur cette décharge. D'ailleurs, les gens de la région se plaignent énormément des odeurs issues de l'Ixivia, malgré qu'il y a vraiment une décharge qui est contrôlée. Et là où on réalise donc bien sûr les techniques du compostage. Donc, on continue. Des études ont été faites dans le but de développer une technique de traitement des lixivias par aération intensive, technique relativement simple et peu coûteuse, illustrée par le schéma du document 3. Alors ici, il nous donne une idée sur le traitement de ces déchets qu'il réalise à Agadir. Donc, il réalise donc une aération intensive, une technique d'aération intensive de ces lixivias. Alors, nous avons le document 3, il illustre cette technique. Nous avons le lixivia témoin et nous avons donc le lixivia qui va subir une aération. Donc, nous avons un aérateur qui va émettre donc de l'air. Donc, cet air va en quelque sorte aérer ce liquide-là qui est le lixivia. On va avoir un lixivia qui est aéré. Et bien sûr, nous avons la sortie d'air. Ça veut dire que ce lixivia va donc se trouver aéré par une entrée de courant d'air qui va apporter, quand on parle de courant d'air, donc c'est sûr qu'il va y avoir de l'oxygène. Donc nous avons ici une remarque, la force du courant d'air généré par les aérateurs du dispositif d'aération contribue à la dégradation des matières oxydables. Donc ce qui va arriver, c'est que nous aurons une dégradation des matières oxydables. C'est sûr que nous avons la présence de l'oxygène, il va y avoir des oxydations à ce niveau-là. Et donc nous avons une dégradation bien sûr des matières oxydables, tout simplement de la dégradation de la matière organique. Donc, nous avons aussi deux figures. La figure A, elle nous montre la variation de la DBO5 en milligrammes par litre en fonction donc du temps. Et ce, bien sûr, pour un lixivia qui est aéré, qui est représenté par un trait plein, et un lixivia témoin qui est représenté par un trait discontinu. Pour la figure B, nous avons la variation de la DCO, cette fois en milligrammes par litre en fonction des jours et bien sûr pour le lixivia aéré et pour le lixivia témoin. Donc on va jeter un coup d'œil sur les questions. Donc, en vous basant sur le document 4, comparez l'évolution de la DBO5 et la DCO dans les lixivia aérés et les lixivia témoins. Donc, pour la DBO5, c'est la demande biologique en oxygène et la DCO, la demande biochimique donc, en oxygène. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On nous demande de comparer l'évolution de la DBO5 et de la DCO. Donc, pour la DBO5, qu'est-ce qu'on constate? On constate une nette diminution de sa concentration dans les lixivia qui sont aérés. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit ici au niveau du trait plein. Une chute drastique. Donc, nous constatons une nette diminution de sa concentration dans les lixivia aérés comparé à sa concentration dans les lixivia témoins. Ça veut dire les lixivia témoins pour nous, ce sont les lixivia qui n'ont pas subi d'aération. Maintenant, pour la DCO. Pour la DCO, qu'est-ce qu'on constate? On constate aussi une diminution rapide de sa concentration. D'accord? Donc, on a une diminution rapide de sa concentration dans le lixivia qui est bien sûr aéré comparé au lixivia témoin. Bien sûr, qui a diminué, ce lixivia témoin, lui aussi, il va donc diminuer, mais d'une façon qui est très faible après 10 jours. Donc, c'est ça la réponse. Donc, en vous basant, comparer, c'est cette comparaison. Donc, c'est une simple lecture de ces deux graphiques.
Nous avons la cinquième question qui est en vous appuyant sur le document 3 et 4 et sur vos connaissances, expliquez la variation de la DBO5 et de la DCO dans les lixiviats aérés. Donc, comment on peut expliquer cette diminution? Donc, pour le lixivia aéré, c'est un lixivia qui est exposé à un courant d'air qui va apporter de l'oxygène. Et donc, cet oxygène, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons bien sûr des micro-organismes aérobies surtout qui vont assurer l'oxydation de la matière organique et donc nous allons avoir la diminution de la DBO5 et aussi la diminution de la DCO. Donc, on peut formuler la réponse comme suit. Donc, on va écrire que la diminution de la DCO dans les lixiviats aérés a bien sûr suite à son exposition à une forte aération dont la force du courant d'air généré par les aérateurs contribue à la dégradation des matières oxydables. Donc, c'est la réponse juste. Donc, parce qu'ici, il nous aide un petit peu avec cette remarque. Donc, il faut exploiter, remarquez, la force du courant d'air généré par les générateurs, les aérateurs du dispositif d'aération contribue à la dégradation des matières oxydables. Donc, la moitié de la réponse se trouve au niveau de cette remarque. C'est pourquoi je vous dis, il faut bien lire et bien exploiter les documents. Donc, c'est la réponse qu'il faut écrire. Maintenant, on va expliquer la DBO5, la diminution de la DBO5. Donc, on va dire la même chose. Donc, on explique la diminution de la DBO5 dans les lixiviats exposés à l'aération par la présence ou l'injection d'une forte quantité d'oxygène, du dioxyde d'oxygène, bien sûr, qui va stimuler l'activité des micro-organismes aérobies qui oxydent la matière organique en présence d'oxygène. Donc voilà pour le traitement de cet exercice. C'est assez simple. Il ne faut pas, bien sûr, paniquer quand on voit un énoncé qui est très grand. Tout ça, il faut savoir, donc l'astuce que je vous ai donnée, c'est de bien savoir exploiter les documents et d'extraire le maximum de renseignements au niveau donc des documents, de savoir reformuler les données qu'on vient de lire au niveau donc du document pour répondre aux questions et bien sûr en vous appuyant sur vos connaissances et vos acquis, je suis sûre et certain que vous allez bien répondre aux questions. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.